Un enfant pas voulu par sa mère qui m'a dit plusieurs années que j'ai quand même allé à l'hôpital, que c'est mon père qui me cherchait, donc pas désiré. J'ai répondu à cette question. La violence n'est rien en fait, c'est qu'une question de ta perception. Donc par exemple moi dans la musique j'étais un créatif. Donc moi dans le combat aujourd'hui je suis un créatif. Et moi je l'affronte au Grapple Quest, je le gagne en 2 minutes, en 1 minute 30 ou en 2 minutes 30. Je le gagne en 2 minutes, un froid dans la salle. Il avait besoin de ça Nassourdine à ce moment-là. Quelqu'un qui est capable de se mettre à 300% sur le match qui est le plus important de sa carrière. Donc c'est ce qu'a fait Nico. Écoutez-moi, je pourrais vous parler des heures et des heures et je vous expliquer, je vais vous aider, je vais vous donner des... Mais je ne suis pas là pour vous donner des techniques, je suis là pour vous aider à vous révéler. C'est ça un vrai travail. Donc qui vous êtes? Moi je pense que Doumbé c'est quelqu'un qui est fort dans l'inquiétude. Donc il a besoin de se sentir inquiet. Et il devient dangereux à ce moment-là. Et là, pour moi aujourd'hui, je pense qu'il a peur. Il sait qu'il est en danger. Pour moi, la boxe de Poirier, c'est l'élément pour battre Benoît. Et pour moi, Benoît, c'est le sol pour battre Poirier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panache. C'est un bonheur de vous retrouver avec un invité que je suis ravi de vous présenter. Panache reçoit aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes français des sports de combat, de grappling et de MMA en particulier, Monsieur Thomas Loubersan. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Merci pour l'accueil. Ravi de te recevoir. Avant de démarrer cet entretien, vous en avez l'habitude, on vous invite à vous abonner à la page YouTube Divergent, à nos réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. Et puis évidemment, un grand merci à notre partenaire Oco, vous les connaissez, les gourdes filtrantes qui rendent toutes les eaux saines et potables. On n'hésite pas évidemment à se renseigner dessus, toutes les indications vont apparaître ici. C'est parti pour cet entretien. Thomas, on va donc parler de ton parcours qui est atypique. Tu le connais, ce format-là, Panache, c'est une émission d'inspiration. On a beaucoup de choses à raconter autour de ton histoire. Ça commencera par l'enfance. Il y aura tes accomplissements dans le monde du sport. Tu as réalisé des choses qu'aucun Français n'a réussi à faire dans le monde du grappling notamment. Donc toute cette évolution va être passionnante à décortiquer. Et puis il y a le côté formation, transmission qui est très très présent dans ta vie de plus en plus. J'ai l'impression que tu t'épanouis clairement dedans. On parlera de ça. Puis évidemment, il y a des actualités obligées de parler de l'affiche Baki Doumbé, Benoît Saint-Denis contre Poirier. Voilà, tout un tas de chocs comme ça. Mais je voulais vraiment qu'on revienne à la base. Donc la jeunesse, ton enfance. T'étais quel genre d'enfant? C'est difficile à dire quel genre d'enfant parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vécu l'enfance normale que j'aurais pu vivre ou dû vivre. Donc plutôt un enfant qui s'est mis dans un coin caché pour se protéger, plus chercher à se protéger. Donc quand tu es dans une protection, est-ce que tu vis pleinement les choses? En retrait quoi. Donc un enfant pas voulu par sa mère qui m'a dit plusieurs années que j'ai quand même allé à l'hôpital, que c'est mon père qui me cherchait, donc pas désiré. Ça laisse comprendre les années d'après, dans quel cadre j'ai été. Mais quand même un père gentil, absent mais gentil. Donc voilà, avec pas vraiment de place en fait. Un enfant pas avec sa place. Du coup, ça explique peut-être la place que j'ai prise dans le sport de combat et cette famille que j'ai trouvée, cette passion, ce degré de passion. Pourquoi j'ai été autant dans le sport de combat, peut-être aussi. Donc je pense que le manque que j'ai eu et certaines choses que j'ai vécues de souffrance ou autre, je pense que c'est proportionnel à l'investissement et la profondeur que j'ai mis dans le combat. Alors tu le dis avec beaucoup de pudeur et de recul, mais effectivement ton enfance elle est compliquée, tu as été placé en foyer, puis ensuite vraiment tu as galéré. Comment ça arrive les sports de combat dans ta vie? C'est toi qui dis j'ai besoin d'un exutoire, on te les conseille, comment ça se passe? Ouais, pour moi c'était une forme de thérapie, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui ça change et dans le futur ça sera encore mieux, mais dire qu'il faut aller voir un psy, pour moi c'était non, c'est une étiquette, c'est pas une bonne image. Donc moi j'avais besoin quand même d'une thérapie, mais de quelque chose qui venait accepté par moi, et ce que je pouvais accepter à ce moment-là c'était le sport. D'accord. Donc ça c'était désiré. Ensuite si même j'aurais accepté un psy, est-ce qu'une fois par semaine ou tous les 15 jours ça suffisait? Donc là c'était pour moi un rendez-vous de thérapie tous les jours, matin, midi, soir. D'accord. Alors maintenant, oui, le sport, c'est une valeur sûre pour moi et fait beaucoup de bien. Donc ça m'a aidé à me construire. Maintenant, ça ne fait peut-être pas tout le boulot qu'un psy pourrait faire à créer l'interaction, à te soulever des choses, mais ça me faisait du bien. Donc je pense que c'était la première étape. Le sport m'a un endroit où j'ai pu, me positionner, deux, peut-être répondre à ces violences que j'ai vécues enfant, donc affronter la violence, prendre des coups, parce que les premières années, aujourd'hui je suis un grappleur, mais j'ai commencé par le MMA en fait. D'ailleurs même
pourquoi j'ai un style de MMA, de grappling, Ouais. que les Jutsuka vont dire mais j'aime pas tout ce qu'il fait, mais parce qu'en fait j'ai commencé par le MMA. D'accord. Donc le MMA, on va dire, c'est des stratégies entre la boxe, la lutte et le sol. Et quand je suis arrivé, que j'ai fait que du sol, ben, j'étais déjà en train de faire stratégie entre cette distance, cet compartiment, là où il est bon et là où il n'est pas bon. Donc, et quand je suis venu dans le combat, les 2 premières années, c'était affronter les coups. Et en fait, D'accord. je me suis aperçu que ben, les coups, il y a beaucoup de psychologique. En Mm. fait, il y a un coup de temps en temps qui fait mal, mais c'est Mm. beaucoup de psychologique parce que l'adrénaline, le stress, tout ce que tu veux, annule beaucoup de choses. Et quand j'ai compris ça, je dis mais en fait, c'est rien, c'est que moi, comment je l'affronte. Et à bout d'un moment, je dis non, mais en fait, c'est bon, je le maîtrise. Et c'est à ce moment-là pourquoi par exemple, je n'ai pas continué le MMA, parce que je n'avais plus besoin. J'ai répondu à cette question. La violence n'est rien en fait, c'est qu'une question de ta perception. Et en plus, en second temps, j'ai eu besoin aussi de ne pas rester que dans le rapport dur et mal. Ouais. J'ai dû chercher aussi à prendre du plaisir dans ce que je faisais. Donc c'était dans le grappling, là où je trouvais ce mouvement de rouler-bouler d'un enfant qui s'éclate. Donc peut-être que je revivais mon enfance de s'amuser à travers le sol. C'est passionnant, hein, ce que tu nous racontes, et il y a beaucoup de maturité dans ta réflexion, même enfant. Tu as tout de suite perçu que tu avais peut-être une porte de sortie, quelque chose qui permettrait de te reconstruire aussi. C'est bizarre parce qu'en grandissant et en regardant derrière, je me suis aperçu que j'ai été immature sur beaucoup de sujets, peut-être même parce que tellement j'étais aveuglé, centré sur quelque chose, il y a beaucoup de choses, j'ai mis des années à m'en rendre compte, dont l'amour avec les femmes et certaines choses. J'ai découvert très tard une maturité, on va dire. Mais par contre, inconsciemment, j'avais fait des choix qui étaient les meilleurs, alors que je le savais inconsciemment, moi je ne le savais pas. Un exemple, par exemple, j'ai eu plein de femmes dans ma vie et j'ai eu 2 enfants aujourd'hui. Et si je regarde avec qui j'ai fait les enfants et qu'on me dit, ok, on va dire tu as eu tant de femmes, avec qui tu aurais des enfants? Ben, je sais pas, je les aurais fait avec ces 2. Parce que c'est des bonnes mères, elles sont attentionnées, elles vont donner de l'amour à mon enfant. Et pourtant, à l'époque, est-ce que je le voyais? Pourquoi j'ai pas fait un enfant à l'autre alors que j'étais un peu dans mon monde? Donc il y avait même des choix inconscients qui étaient les meilleurs du monde, comme si j'avais fait un choix pour ce que j'allais être dans 10 ans. Ouais. Il y avait les deux, il y avait l'immaturité et la maturité. C'est passionnant. À quel moment tu comprends que tu es fait pour les sports de combat et que tu vas performer dedans? Tes premières grandes performances dans le grappling, donc c'est le choix que tu fais au détriment du MMA, elles arrivent comment? Je pense que c'est au milieu de ma carrière ou vers la fin de ma carrière. Ça veut dire, en tout cas moi, c'est même quand j'ai eu des titres que j'ai dit ah bon ben peut-être que je le suis en fait. Ah d'accord. Que je suis combattant. Ouais, j'ai eu besoin de combattre tout le temps. Ouais. Ça je le savais. Mais de se dire un combattant, c'est très particulier de se dire non je suis un combattant parce qu'en fait moi j'étais venu pour une thérapie. C'est drôle comme ouais, approche. je suis pas venu pour gagner. À la base je suis pas venu pour gagner une médaille. Je suis pas venu pour tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je vais en jouer. C'est-à-dire que si j'ai un palmarès, c'est que voilà, société, il faut montrer un peu ton CV et tout. Bon, ben, aujourd'hui, en 2020, je vais mettre 4 médailles sur mon mur pour montrer, pour en jouer, parce que voilà, il faut montrer ton CV. Et que je me suis rendu compte que c'est même mauvais de pas montrer ce que tu fais. On peut se poser des questions si on voit rien de ce que tu fais. Mais en soi, je crois très tard. C'est intéressant parce qu'au final, dans le jiu-jitsu brésilien, le grappling en lutte à livrer, tu as accumulé des titres et pas n'importe lesquels. Hein. Champion d'Europe, champion du monde, tu été numéro 1 mondial aussi. D'ailleurs, ça arrive un peu tard dans ta carrière. Est-ce que tu nous dis que l'accomplissement, finalement, c'est pas ça, c'est toute la reconstruction en fait, c'est le chemin, ce qu'on dit, c'est le chemin à mener quelque chose. Et en fait, moi, comme c'était pas vouloir gagner un titre, c'était vouloir réussir ma vie. Le sport de combat, c'était pour me reconstruire. Et si on regarde ma carrière, j'ai toujours gagné un titre régulièrement. Ouais. Et si on regarde, par exemple, quand j'ai fait champion de France, je ne me suis jamais venu le refaire. Après, j'ai fait l'Europe. Okay. Quand j'ai fait, entre guillemets, la FILA Europe, je ne suis plus jamais venu le refaire. J'aurais pu le refaire l'année d'après, je ne l'ai pas fait. Tu as coché des cases, en fait, tout au long de ton parcours. Après, je suis allé à l'étranger. Après, à l'étranger, je suis allé au Canada. J'ai fait l'UFC Fan Expo, j'ai fait finaliste. Après, je suis parti faire le championnat du monde Naga. J'ai gagné. Mais le Naga, c'était la 3e, 4e division, on va dire, en événement. Après, je suis parti au Grappler Quest. Et à ce moment-là, aujourd'hui, c'est pas très connu, mais à ce moment-là, le Grappler Quest était quelque chose de très très beau, on va dire, peut-être une 2e div, et à ce moment-là je le gagne, et c'est ensuite que là je me dis allez maintenant je vais à l'IBJF, et en parallèle je faisais la DCC, mais quand je faisais la DCC j'étais pas forcément prêt, donc je l'ai fait déjà très tôt dans ma carrière, mais j'y allais pour faire l'expérience, et en fait j'ai fait tous mes combats à l'étranger, et je montais des paliers, c'est pour ça que c'était plus un défi pour me construire et de me dire allez tu peux ça, et de toute façon après j'ai même eu des questions à me dire mais pourquoi tu fais ça, et parfois j'ai pas eu de réponse, je sais même pas pourquoi vraiment je faisais ça, vraiment le côté thérapie je sais pas, j'en ai besoin, mais j'avais plus de réponses en me disant
Et si je fais pas ça, je fais quoi en fait? Ok, J'ai l'impression que je vais m'effondrer. J'ai l'impression à quoi je m'accroche en fait. d'accord. Qu'est-ce qui va m'aider à me construire? Donc qu'est-ce que j'ai autour de moi? Je sais. Et en fait, je sais pas. Il fallait que je me batte. Et au-delà du sport de combat, c'était le sport moi qui me faisait du bien. Ça veut Hmm, dire avant même que j'ai commencé le sport de combat assez tard, à 24 ans, j'étais déjà sur les terrains de basket pendant plusieurs d'accord. années. Je jouais à la street et tout. Donc j'avais l'impression que le sport, ça me mettait dans mon monde. J'étais mélangé aux Hmm, personnes et aux gens, ce que moi je ne vivais pas chez moi, parce que c'était particulier, ce qu'on disait tout à l'heure. hmm, Ma mère ne faisait jamais rentrer quelqu'un chez moi, donc c'était tout l'inverse. C'est-à-dire là, c'était de l'échange, c'était se surpasser, se renfermer, c'était évacuer, c'était rencontrer du monde, et c'était d'accord. plaisant. C'est comme ça que tu as reconstruit une famille, un cercle social aussi, à travers le sport. C'est là où peut-être j'ai commencé à avoir une enfance, à avoir un D'accord. souvenir, à vivre quelque chose en fait. Le grappling, c'est un sport de combat à part entière qui est éminemment technique. Et si je comprends bien un peu ce que tu dis, c'était une façon aussi pour toi de te confronter, mais sans blesser les gens avec de la percussion. Est-ce que ça, Ouais, ça a logique. participé Après, je pense que la percussion ou pas la percussion, c'est une question d'âge, c'est une question de tempérament, c'est une Ouais, question aussi de plaisir ou pas. Moi, ça m'a jamais. J'avais autant de stress quand je faisais les combats. J'ai fait 10 combats en pancrace, ouais, le MMA de l'époque, mais j'ai eu autant de stress que de faire les matchs de grappling que le pancrace. d'accord. C'est l'enjeu en Ok. fait. Après, avec l'adrénaline Ouais, coup bien à sûr. coup, Ouais, bon, il y a ouais. peut-être un peu plus de stress, Ouais. mais franchement, je me Mm, blessais autant en grappling. mm, Donc, mm. non, c'était. Ah, en fait, moi, ma question, c'était plutôt le besoin, enfin, l'envie de ne pas faire mal à l'autre, justement. Parce que tu peux t'arrêter sur une soumission, un KO, tu vas mettre KO. C'était plutôt dans ce sens-là, en fait. Aujourd'hui, oui, à Ouais. l'époque, non. À Non? l'époque, j'étais tellement essayé de me reconstruire moi que quand je montais sur le tapis, Ouais, tu pensais pas à l'autre. j'y pensais pas. Ouais. C'est pas volontaire ou quoi que ce soit. J'arrachais. Il fallait que je Ouais, truc parce bien que sûr. Ok, c'est déjà de me reconstruire moi. Quoi. d'accord. Donc, je voyais pas le mal que je pouvais faire ou pas, mais quand j'y allais, je me rends compte aujourd'hui, Ouais. quand j'attrapais la tête, j'arrachais la T'arraches tête. Je la sais t'y que allais même qu'il y a pour. des gens qui avaient entre guillemets peur de combattre avec moi parce qu'ils savaient que si j'attrapais, j'arrachais. D'accord. Ah, on va revenir là-dessus juste après, mais la question que je voulais te poser aussi, avec tes qualités techniques, ta puissance, mais ton côté stratège, est-ce que la tentation d'aller sur du judo, de la lutte, des sports olympiques, est-ce que ça t'a titillé un peu ou pas du tout pour aller chercher peut-être une reconnaissance, Non. une médaille olympique Non, ou des comme ça choses. n'a jamais été Jamais, jamais. ça n'a jamais été ma recherche. Donc moi, c'était plus trouver quelque chose qui pouvait me faire du bien, le cœur et la passion. Donc je pense que même aujourd'hui, si j'ai 44 ans, Ouais, on sent que quand j'enseigne, on sent qu'il y a la passion. ouais, Ça a démarré comme ça. d'accord. Je pense que le début d'une relation, que ce soit amoureuse ou sportive ou autre, le début de la relation quand même donne le ton à ce que tu vas vivre plus tard et même voir même comment tu vas en sortir. Ouais, Et moi aujourd'hui, si j'en sors du combat, peut-être un jour ou pas, j'en sais rien, peut-être parce que ce sera une conclusion de ma thérapie, ou je le ouais. vivrai différemment peut-être. Mais en tout cas, je suis rentré avec la passion et non le choix. C'est vrai qu'en tant que papa, par exemple, si j'avais mon enfant qui me dirait, Tom, papa, je veux faire du sport, tu as envie de dire un truc, choisis. Le sport, tu vas en faire. Hmm, Ok, t'aimes le sport. hmm. Choisis-en un où au moins tu peux gagner ta vie. Ça serait une logique. Mais au fond, tu comprends aussi quand tu vas faire du sport avec la passion et ça métamorphose tout. Hmm. Donc, tant mieux s'il a de la médiation et c'est de l'argent, mais c'est pas la recherche première. D'accord. J'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec un ami commun, Jérôme Le Banner, qui disait que lui, clairement, s'il avait 15 ans de moins, c'est dans le MMA qu'il essaierait de. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est vraiment pas ça. Toi, ton sport, c'est le grappling et c'est là-dedans que tu t'es accompli épanoui. Oui, Si parce tu avais que 15 ans de moins, ouais. tu resterais sur ce chemin-là du grappling ou tu tenterais l'aventure du MMA parce qu'aujourd'hui, c'est développé? Non, pas forcément MMA. J'aime, j'aimerais. Si je reviendrais en arrière, je ferais un combat de temps en temps de MMA, oui. Ouais, Ça, j'en ferais plus. J'en ai fait 10 au début, mais j'en ferais. Mais pas une carrière. d'accord. Pas enchaîner en short notice. J'avais pas assez de passion pour ça. Ouais, ok. Mais par contre, quelques combats. Le défi, oui. Le Mm. défi, tu me dis, tiens, tu prends un tel à la manière japonaise. Ouais. Tu prends un tel là, Ok, je le vois. grand, le gros, le truc, le sumo, le truc. Un défi, Ok. ça me. Le j'aurais- Pride de l'époque. Voilà, ça j'aurais aimé. D'accord. Tu vois, et non sur un plan carrière, tant D'accord. de combats pour accéder à tant de contrats et à tant de trucs. Non. L'année où tu deviens numéro un mondial, enfin c'est pas rien, les gens, les néophytes comprendront pas forcément, mais les amateurs du sport voient l'accomplissement que c'est. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ta tête? Est-ce que tu te dis, ok, j'arrive à la fin de ce chemin-là? Est-ce que tu te rends compte de l'importance et de l'ampleur de, je ne vais pas parler d'exploit parce que tu l'as mérité, mais de cette performance en tout cas? Qu'est-ce qui se passe? Tu es le numéro un mondial. C'est pour moi, à titre personnel, moi je sais le niveau que j'avais et ce que je faisais. Maintenant, c'est la relation avec le public et les gens, de montrer ce que tu Mm. sais faire. Euh,
Le problème, c'est que je fonctionnais d'une manière, dans les années d'avant, j'ai quand même 200 combats dans ma carrière, avec 185 victoires. Et je te donne un exemple, c'est-à-dire que si je remplis le verre jusqu'à là, voilà mon palmarès. Et il y a toujours quelqu'un, oui, mais tu as perdu ça et tu n'as pas gagné ça. Oui, mais j'ai mon verre rempli là. Moi, je suis bien, je suis heureux, je suis bien. Si tu as quelqu'un qui dit, oui, mais il n'est pas rempli, là, je ne parle pas avec lui, c'est un fou complet. D'accord, ouais. Tu es malade, tu regardes ça, donc qu'est-ce que tu regardes? Bien sûr. Donc moi, j'étais quand même content de la carrière que j'ai fait, mais je fonctionnais d'une manière qui était difficile à vraiment étaler bien ta performance. Pourquoi? Parce que je faisais des coups de poker. Ça veut dire que tu vis une année pour faire un tournoi important par an. Si tu le gagnes, tant mieux, mais si tu ne le gagnes pas, tu reprépares l'année d'après. Et ça veut dire que tu passes 2 ans sans rien relationnel dans le professionnel, avec les gens, et en fait, et toi aussi tu prends confiance là-dedans. Et à un moment, je me suis dit, c'est très dur, retenter la DCC, et je suis quand même, à ce moment-là, j'ai gagné les Pan America. Les Pan America, c'est un peu la Champions League, c'est un tournoi. Et à savoir que par exemple dans les Gracie, Clark Gracie n'a juste gagné que les Pan en Kim. Il a fait sa carrière sur ce tournoi, il n'a rien gagné d'autre. D'accord, ok. En Europe, il n'y avait que Gunnar Nelson, qui est très fort, qui a fait médaille de bronze, je crois, à la DCC, qui est le sparring dans l'équipe à Connor. C'est le seul à l'avoir gagné en Europe et moi derrière. Donc dans les 15 années de Pan America de toute l'histoire, on est 2 en Europe à l'avoir gagné. Et je gagne le Grappler Quest. Le Grappler Quest, je gagne Sean Roberts. Sean Roberts, il y avait un tournoi qui s'appelait le Comité, qui était une sorte de télé-réalité. Ils avaient fait tourner un truc. Okay. Et il y avait Kenan Cornelius, qui était fabuleux parce qu'il venait de faire, je crois, 180 victoires d'affilée en ceinture marron et jamais une défaite. Et Sean Roberts. Ils s'affrontent 2 fois et 1-1. Et pour se séparer à la belle, ils font un match de 25 minutes et c'est Kenan qui gagne. 25 minutes et Kenan qui gagne. Et là, en fait, les deux sont sortis très médiatisés de ce tournoi organisé, je crois, par Lloyd Irvine. Et moi, je l'affronte au Grappler Quest. Je le gagne en 2 minutes, en 1 minute 30 ou en 1 minute 30. Okay. Je le gagne en 2 minutes, un froid dans la salle. Les mecs, Donc, tu vois, j'ai fait des performances comme ça, mais il faut être connaisseur. Qu'est-ce que justement ton parcours de vie, les difficultés, les expériences dans la musique ou autre, t'ont apporté justement dans ton vécu de combattant et qui a pu faire la différence du coup à très haut niveau comme ça? Complètement, ça a fait la différence et je l'ai compris au fur et à mesure et encore plus aujourd'hui avec du recul. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous les éléments en soi. Et en plus, ton parcours de vie et ce que tu as fait sont des éléments à ne pas oublier, mais plutôt à transférer. C'est pas parce que avant j'étais dans la musique, avant dans le basket, que le jour du combat j'arrive et c'est la pire chose à faire, c'est de voir le combat comme le combat. Non. Par exemple, Cyril Gagne, il a fait du basket et des années. Moi, j'ai fait du basket et je comprenais. C'est quelqu'un de très explosif, qui bouge beaucoup pour un poids lourd. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait du basket. Le basket, et surtout la street, c'est beaucoup de contre-appui. Alors, si tu prends un préparateur physique, il va te dire 10 minutes le lundi matin quand tu es frais, le mercredi tu récupères, tu refais 10 minutes, un quart d'heure d'explosivité le jeudi matin, après la puissance se dégrade, ainsi de suite. Ok, donc prépa, explosivité, 10 minutes 3 fois par semaine. Ok, le streetball, c'est 3 heures de basket non-stop tous les jours. Donc, et pourquoi il est très fort et bouge beaucoup pour un lourd? Parce qu'il faisait des heures et des heures de basket de manière disproportionnée. Donc là, je reviens sur moi. Moi, j'ai fait de la musique. J'ai été ingénieur de son. Et je me suis aperçu, par exemple, que 2 choses. Quand j'étais créatif, je faisais des musiques hip-hop, sampleurs, ainsi de suite. Tu étais danseur hip-hop aussi? J'étais chanteur, ainsi de suite. Ouais, je dansais un peu pour le plaisir. Et... donc, par exemple, moi, dans la musique, j'étais un créatif. Donc, moi, dans le combat, aujourd'hui, je suis un créatif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ils refont la même chose. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Mais moi, dans la musique, si tu me dis de refaire le même tube de quelqu'un, c'est copier quelqu'un. Moi, je suis un créatif. Donc, la première démarche, c'est de ne pas faire comme lui, c'est de faire ce que moi j'ai à faire. Donc, déjà, premièrement, dans le sport, je me rends compte qu'on a besoin beaucoup de se rassurer en faisant ce qu'on t'a enseigné comme à l'école, en fait. Non, moi, je suis un créatif. Deuxième chose, je me suis aperçu, c'est que comme j'étais ingénieur de son, je passais, par exemple, je composais les musiques, donc on passait un quart d'heure à régler la grosse caisse. Boum, 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 compresseur. Ensuite, la caisse claire, un quart d'heure. Donc en fait, je structurais tout, en fait, j'isolais tout. Et la finalité était le morceau de musique. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand j'enseigne, je fais la même chose. J'isole. Le combat, pour moi, n'est pas un combat en soi. Le combat est une multitude d'actions. Tu vois, l'action pour bloquer, l'action pour accélérer, l'action pour feinter, l'action pour démarrer, l'action pour endormir, l'action pour plein de choses. Et comme tous les éléments. Et en fait, je me suis aperçu que je structure
le combat, je structure ma stratégie, je structure mon enseignement, je structure ma manière de m'entraîner exactement comme j'ai fait à l'époque dans la musique. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est en fait, je dois le jouer encore plus parce que si j'ai fait par exemple 8 ans de musique, c'est 8 ans de savoir à transférer et pas l'oublier, ce serait bête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, s'il y a un boxeur qui arrive au sol, je lui fais tout sauf du sol, pour pur sol. D'accord. Je dis, viens, tu as le cadrage. Tu as le bras avant, tu as le roll, tu as les changements de rythme, tu as l'intention, tu sais quand il faut punir et tout ça. Viens au sol. Et maintenant, on va adapter et comprendre tout ça dans cet univers. Mais surtout pas, je te ferai faire du sol pour du sol. Donc il y a cette transition, mais qui semble tellement naturelle chez toi vers la transmission, la formation. Ceux qui suivent le MMA, pas les experts, t'ont sans doute vu dans le coin de Karl à Moussou. C'est peut-être ça qui t'a propulsé, mais corrige-moi si je me trompe, en tout cas, qui a montré que tu étais... Non, après, chaque action, surtout s'il est médiatisé, ça t'amène une marge de plus. Mais non, la vidéo avec Greg MMA, ça a été la première mise en lumière. Greg MMA, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et en plus, la vidéo qu'on a fait, on l'a fait 2 fois. J'ai fait une deuxième aussi avec Jérôme Le Banner, Maxime François et Greg MMA et Enzo. Donc, chaque fois qu'il y a un événement et que tu fais, ça t'amène quelque chose. Il y a eu Karl, il y a eu plein de choses. J'ai été aussi 2 fois dans le coin de Jérôme Le Banner. En plus, Le Banner, c'est 2 fois où il gagne au sol. C'est les deux fois où je suis dans son coin. Donc il y a tout ça qui amène. Le combat de Karl, il y a cette polémique suite à une, je sais pas, avec la médecin, suite à un arrêt prématuré ou pas. Ça t'expose et puis très vite on voit ton personnage, on a essayé de te faire passer pour ce que tu n'étais pas, puis preuve à l'appui, on voit que finalement tu étais quelqu'un de très respectueux. Oui, c'est-à-dire qu'on sort quand même d'un combat qui était attendu, le fight vendu comme le fight du MMA français, parce qu'il a été légalisé et c'est vrai que c'était le match le plus important qui est. C'était un beau match, c'était un gros match, un match avec enjeu et qui était très compliqué pour dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que Abdul très fort au sol, très très fort, et Karl très fort striker. Voilà, on sort. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était un match avec de l'enjeu, de la tension, de l'émotion, et ainsi de suite. Arrêt particulier, nous on comprend pas trop parce qu'on sort de la cage et on voit de suite sur les réseaux que arrêt par arbitre sur arrêt médical et nous on comprend pas en fait. Mais arrêt médical pourquoi? On le voit écrit de suite sur les premiers trucs articles qui sont en médias 5 minutes après. Et nous on croise l'infirmière, on dit mais pourquoi vous avez arrêté le match en fait? Et en fait bon là c'est là où il y a un truc flou. Je parle avec émotion, mais heureusement qu'il y a eu les maîtres fumiers qui, à l'époque, la transpi, qui ont balancé un extrait de vidéo en disant non, et ça montrait le ton que je parlais. Complètement je montais un peu le ton, mais il n'y avait pas de quoi dire que c'était méchant ou menaçant. Mais par contre, c'était la personne directrice de l'ARES qui sait la puissance que peut avoir un certain média avec de la vue et trucs, et si tu vas battre quelqu'un qui peut te déranger ou qui monte à la lumière ou je sais pas quoi, il y avait une mauvaise intention claire et nette parce que si tu n'es pas dans la salle et que tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu n'en parles pas, sinon c'est qu'il y a une intention. Donc heureusement que la vidéo est sortie et mais ça m'a amené de la vue. C'est ce que j'allais dire, outre la défaite de Karl et cette polémique que les maîtres fumés pour le coup sauvent, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Est-ce que ça te confirme que c'est ce que tu as envie de faire ou de renouveler? Ah non, là je suis en train de me dire à ce moment-là, oh là là, le MMA. Ah d'accord. J'ai pas envie. Moi j'ai des Karl. Il faut savoir que quand j'ai de Karl, ma femme accouche de mon deuxième enfant. D'accord. Et je pars et je vis pas les premiers mois vraiment entiers parce que je suis avec Karl, je bouge avec lui, alors qu'on a envie plus de rester. Donc c'est un sacrifice en plus pour toi. C'est un sacrifice. C'est-à-dire que même Karl, la première fois où il vient à Paris s'entraîner, je lui dis pas que ma femme va accoucher dans les jours J parce que je voulais pas lui dire attends je t'aide plus tard quoi. Je lui dis non Karl on y va, si je suis avec toi on y va. Et donc heureusement que ma femme a accouché après qu'il soit venu. Je lui avais pas dit. Donc non c'était c'est pour ça qu'à la fin de dire que va aider déjà Karl avant d'aider Cyril. J'ai pas aidé Karl. J'ai pas aidé Karl à faire des allers-retours à l'aider. Et c'est pas moi qui rentre dans la cage, c'est Karl. Mais le fait, avec mon expérience, de l'entraîner, c'est pas déjà une aide. Le fait de le soutenir, c'est pas une aide. Le fait d'aller 20 jours avec lui. Mais est-ce qu'en 20 jours, je peux métamorphoser quelqu'un qui est très instinctif, quelqu'un qui a un travail de 20 ans? Et toi, tu l'as eu 5 ans dans les mains. Est-ce que moi, en 20 jours, je peux tout métamorphoser? Et même au pire, corriger les erreurs que tu as fait dans l'enseignement pendant 5 ans?
c'est méchant de dire que j'ai pas aidé. Donc voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, je peux répondre au même niveau, mais je ne rentrerai pas dedans. Nassourdine, je l'ai aidé ou pas? Alors justement, je peux poser la question à Nassourdine, est-ce que je l'ai aidé ou pas? Il y a eu le camp de Nassourdine Imavov, donc il fait vraiment une prestation hyper aboutie face à un adversaire solide. C'est un camp qui s'est organisé assez tardivement, donc il y a une prise de risque de Nassourdine qui change d'équipe. Comment ça s'est passé, puis comment tu te retrouves dans cette aventure-là, toi? Premièrement, on voit que c'est Nassourdine qui décide de faire une décision pour lui. D'accord, Donc, c'est un choix. Si le résultat de la fin, c'est grâce à lui au départ. D'accord. C'est lui qui prend quand même un risque de quitter, de restructurer, ainsi de suite. Mais c'est un choix qu'il a fait lui, pour lui. Ok. Maintenant, là où après il a fait un bon choix, c'est de prendre Nicolas Haute. Nicolas Haute, c'est quelqu'un qui avait de la confiance à Ludo, ils avaient une relation de confiance ensemble, quelqu'un de bon, pour moi humainement, et qui n'a pas différentes casquettes, trop de casquettes en tout cas, quelqu'un qui va savoir se centrer. En tout cas, il avait besoin de ça, Nassourdine, à ce moment-là. Quelqu'un qui est capable de se mettre à 300% sur le match qui est le plus important de sa carrière. Donc, c'est ce qu'a fait Nico. Hein. Nico, c'était matin, midi, soir, entre guillemets, était sur ce match-là. Parce qu'en plus, il prend la responsabilité de ce match-là en 2 mois, avec toutes les critiques qu'il peut y avoir demain. Et Dolidze, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est-à-dire que si, par exemple, Nassourdine, demain, prend Usman, il peut gagner, perdre, attention. Je ne vais pas dans ce sujet-là. Pour moi, je le vois gagnant. Mais Dolidze est beaucoup plus dangereux que Usman pour moi. Ah, d'accord. Pas plus complet. Ouais. Mais si il a Dolidze a un compartiment où il peut punir toute la carte. Okay. Usman, il peut pourrir le match, courir le match, boxer. Mais Nassourdine en boxe, pour moi, sera meilleur. Et au sol, je ne vois pas Usman finir en grand pound ou le soumettre. D'accord. Tu vois, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est des parallèles comme ça. Donc, très dangereux, Dolidze. Il a un endroit qui est très dangereux. D'accord. Mais après, en boxe, beaucoup moins dangereux. Et là, c'est là qu'il avait la carte à jouer. D'accord. Et qu'est-ce que cette nouvelle équipe, donc Nicolas Haute, toi et d'autres, qu'est-ce que vous lui avez apporté? Est-ce que c'était seulement du mental et de lui dire, OK, tu vas être notre priorité? Ou est-ce que techniquement, toi, tu as pu apporter d'autres choses aussi? C'est que déjà, lui, il avait cette volonté-là. Nicolas Haute, il a pris la bonne personne qui va avoir la démarche qui est cohérente à ce qu'il voulait lui. Et qui lui a donné les gens autour. Ça veut dire qu'on s'entende ou pas, que je te connaisse ou pas, ou pas faire des liens avec des intentions business en parallèle. Non, je ne comprends pas, parce que sinon, demain, je te donne de la puissance et demain, tu es un futur concurrent. Non, Nicolas, il n'est pas là-dedans. Moi, par exemple, un Nicolas Haute, moi, je disais... moi, il me demandait, Thomas, tu mets la pression, cache contrôle, ainsi de suite. Il m'a demandé un boulot précis et j'essayais de le faire au mieux possible. Et après, je disais, Nico, moi, je suis pas bon dans ce comportement-là. Pour moi, on n'est pas ceinture noire. C'est une erreur de croire que quand on est ceinture noire, on est ceinture noire partout. Je suis ceinture noire, oui, mais par contre, dans les jambes, je suis pas une ceinture noire. Dans certaines positions, je suis un tueur, et dans d'autres positions, je suis une ceinture bleue. Il faut savoir. Il faut avoir ce recul-là de dire il y a meilleur que moi là-dessus. Oui, mais ceinture noire ne veut pas dire que tu es bon partout. Bien sûr. Voilà, c'est pas. Et ce que je voulais dire, c'est que Nicolas, par exemple, je lui dis va prendre Reda Hamzaoui au sol. Et il me dit ouais, je vais prendre Filipponi et Reda Hamzaoui. Ouais, t'as raison. Et il est allé prendre Filipponi et je lui ai conseillé. Et donc il a été les prendre. Ça veut dire qu'il a vraiment trouvé l'utilité dans l'intérêt pour le match à Nassourdine. Donc c'est différent. Peut-être ses anciens managers qui lui mettaient ce qu'ils pouvaient avec. Attention, je ne suis pas dans la position de l'ancien manager. Si j'étais à sa place, c'est peut-être très compliqué à mettre beaucoup de choses. Mais quand tu as beaucoup de casquettes, tu as des choses peut-être qui bloquent. Et Nassourdine, à ce moment-là, je pense que ce choix-là a enlevé beaucoup de pare-feu. D'accord. Et ce que tu nous dis, c'est que l'approche là que vous avez eue avec Nicolas Haute, c'est qu'en gros, il mettait pour Nassourdine quasiment un super spécialiste, mais pour chaque mouvement. Il n'y avait pas petit cas compartiment. C'est incroyable. Il a pour le haut, pour le bas, pour les jambes, pour les sweeps. Il a fait un vrai travail monstrueux, énorme. Et c'est là où on voit que l'intention des gens, la manière dont ça a été recruté par Nico, c'est on a besoin de vous. Donc les gens sont venus avec l'intention d'aider en fait. La moitié connaissait déjà Nassourdine et avait déjà travaillé ensemble. Et moi, Reda, Filipponi sont venus pour l'aider. D'accord. Donc, on n'est pas venu pour l'abattre. Moi, par exemple, Nico me dit, mets la pression. OK, je vais mettre la vraie pression mais pour l'aider. C'est toi qui avais fait acte de candidature ou c'est Nicolas qui vient te chercher? Non, c'est Nico. C'est Nico, d'accord. Tu es très présent sur les réseaux sociaux, en tout cas de plus en plus. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... et là, on en parle beaucoup dans l'hyper-personnalisation. Vous avez, Nicolas, toi et d'autres,
une approche hyper, comment dire ça, je ne vais pas dire intellectuelle, mais très intelligente en fait de coacher. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça vient complètement casser les codes de ce qu'on pourrait penser être un entraînement de sport de combat où c'est des bourrins. Vous avez une approche qui est hyper intelligente, où il y a de la théorie, il y a des explications, on voit que vraiment il n'y a pas de détails, etc. C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, ça? Non, c'est quelque chose que j'ai développé grâce à mon maître Roberto Letton. Ok. J'ai eu un maître Letton, je le rencontre à 73 ans, et du coup après ça a été mon maître. Je l'ai eu 10 années jusqu'à qu'il décède à 83 ans. Moi j'étais un jeune comme tous les jeunes, et surtout en plus thérapie, j'avais besoin d'affrontation, donc j'étais dans la performance, dans des fouloirs complètement, et dans le dur. Et là j'ai rencontré quelqu'un qui était dans l'analyse, qui était ingénieur. Et justement, c'était pas un combattant, il n'a pas fait une carrière de combattant, mon maître, mais il était réfléchi énormément. Pourquoi tu fais ça, ainsi de suite. Et j'ai un peu trouvé avec qui parler en fait, que j'ai pas eu. Je ne vais pas faire le cliché à dire c'est comme un père, mais je dirais c'est un peu comme un grand-père. Et je pense que ça a été un élément clé dans ma carrière. Je pense que quand tu es jeune et quand tu parles avec des jeunes, ou même peut-être pas ton papa, mais quelqu'un d'adulte, l'adulte, même à 30-40 ans, il a quand même des intérêts business, il a un intérêt tout. Quand tu parles à quelqu'un de vieux, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais il est plus proche de la fin, il n'a pas d'intérêt pour sa vie, il est plus dans la gentillesse et la bienveillance pour bien finir sa vie et redonner quelque chose. Et c'est vrai, donc souvent on est meilleur grands-parents que parents, parce qu'on revit des choses beaucoup mieux. Donc j'ai eu cette qualité de quelqu'un de très bienveillant. Il n'y a jamais eu une discussion d'argent, de contrat ou de quoi que ce soit. Il n'y a jamais que bienveillant. Et je me suis aperçu, même quand j'étais jeune, j'allais sur les terrains pétanques et j'écoutais beaucoup les vieux. Et c'est d'ailleurs un conseil que je donne aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire, j'observe que c'est de l'instant présent aujourd'hui, beaucoup d'instants présents. Et on fait que si on comprend. Mais c'est là où les personnes âgées sont un tunnel et un raccourci vers ce que tu ne sais pas, mais on te le conseille et tu devrais avoir confiance. Tu n'as pas compris, mais ça va venir. D'accord. Aujourd'hui, je trouve qu'on écoute presque son partenaire ou des gens qui sont au même niveau. Et si on écoute des grands comme Cristiano Ronaldo, il dit, moi, je n'apprends qu'avec des gens soit plus riches, soit un CV, soit meilleur en tout cas, où il y a quelque chose à apprendre. Et moi, en tout cas, c'était Roberto Letton qui m'a beaucoup appris ça. Mais la différence qu'il va y avoir, c'est quand tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as à faire. Tu n'as pas beaucoup de choses à faire. Mais quand tu fais pour faire, on te donne, on t'a donné, tu veux encore plus. Et c'est ce qui se passe dans notre milieu, par exemple, avec les techniques. Et c'est là où je reviens vraiment plus précisément sur ta question. Et bien, avec Nicolas Haute ou certaines personnes, ou en tout cas nous, on s'entend bien sur ça, c'est qu'on passe du temps à dire réfléchissez à ce que vous êtes, à ce que vous faites ensuite. Donc, je vais te donner, par exemple, en boxe, on est à distance. Là, j'arrive à distance, je mets coup de coude. Tu me regardes, tu fais quoi, Thomas? Tu es à distance de front kick, mais pas que. Mais c'est d'abord la distance, ensuite la technique. Tu vois, et il y a des choses qui sont inversées. Les gens, ils apprennent la technique sans apprendre l'approche de combat, ainsi de suite. Mais c'est pareil. Moi, par exemple, quand je commence les stages, souvent, je les fais, quand ils montent sur le tapis pour dire bonjour, je dis sautez les tapis. Ils sont comme ça, je les vois, moi j'en joue. Et ils se mettent dehors et je dis bon, ben voilà, qui vous êtes? Je dis, écoutez-moi, je pourrais vous parler des heures et des heures. Et je vous expliquer, je vais vous aider, je vais vous donner des... Mais je ne suis pas là pour vous donner des techniques, je suis là pour vous aider à vous révéler. C'est ça un vrai travail. Donc, qui vous êtes? Commencez à vous positionner. Ça ne veut pas dire que vous serez ou pas, mais je vais vous donner un truc qui peut vous aider. Quel animal tu penses que tu es? Si tu es quelque chose, c'est-à-dire là où on pourrait analyser pendant des heures, l'animal, il ne parle pas. C'est le résumé de tout ça. Cet animal, il va te dégager à la fois tes caractéristiques physiques, explosif, lourd, ton tempérament, ton approche, ta manière de faire. Et même souvent, quand tu montes sur le tapis, tu fais que parler technique, tu vas me parler du loup parce que tu observes. Tu vas me parler de l'animal parce qu'il est patient. Et ainsi de suite. La manière dont tu approches entre les lignes, comment tu l'apprends ça? Je dis, prends un animal, tu verras que cet animal va résumer tout ce que tu es. Et je vais finir l'explication sur quelque chose en disant, tu vois, vous apprenez technique, 10 cours sur la technique. C'est bien, c'est important, mais vous négligez beaucoup de choses. La distance, l'approche, l'observation, ainsi de suite. On prendrait Tekken ce soir et on jouerait avec une bière, tu apprendrais plus que tu le penses. Pourquoi? Parce que, par exemple, on arrive barbecue, alors tu as un pote qui arrive, lui il vient que pour la bière. Mais tous les deux, on joue, on va jouer, on prend, et il y a un mec, il est champion de France de Tekken. On va jouer, bam, on perd, bam, tu perds, bam, tu perds. À un moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, j'en ai marre. Et tu vas choisir un joueur. Tu vas faire la sélectivité. Tu dis, attends, je prends lui plutôt.
Ah, c'est vrai. C'est ce que tu vas faire le premier Ouais, c'est combattant. vrai ça. Et à un moment, si tu es pris par amour, tu vas acheter la PlayStation, tu vas t'entraîner et tout, et tu vas choisir un joueur. Et je vais te regarder et je vais te dire pourquoi tu as choisi ce joueur. Parce qu'il y a l'eau, le chinois, qui est très rapide et très technique. Tu as le robot, lent, mais en un coup, il te tue. Tu as l'autre avec les coups de jambe à longue distance, ainsi de suite. Mais tu as vu, tu as fait une Ah, c'est vrai. sélectivité. Très C'est quelque juste. chose qui te colle à toi. Ouais, très très juste. En soi, le jeu, il est vide. Ouais. C'est casistiques, c'est toi, qu'est-ce que tu en Ah, fais. c'est fou. Donc tu as besoin de comprendre qui tu es, le joueur, la sélectivité, et ensuite de t'entraîner parce que c'est toi, qu'est-ce que tu en fais. C'est ça qui est très important à comprendre. Et en fait, je me suis aperçu que l'IBJJF, quand j'ai fait tous mes titres, c'est que quand je combattais comme à Tekken quand j'étais jeune. C'est incroyable. C'est-à-dire Distance, distance, le contact, boum, et le bon moment. Et je faisais l'avantage, hop, j'ai fermé, match suivant. Et j'ai combattu, quand j'ai eu la cohérence entre ce que je suis peut-être au fond, en premier instinct, même avec un jeu PlayStation, et la manière dont j'ai combattu, j'ai eu tout qui s'est gagné d'affilée. Le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'entre ce que tu es et ce que tu aimerais, c'est différent. Tu vois, tu es influencé par des combats que tu as vus, parce que tu as démarré. Un exemple, et voilà, je finis sur ça, c'est que moi, j'adore Marcelo Garcia. Pour moi, c'est un des plus grands. Et j'aime, parce qu'il est intelligent, fort, innovateur, plein de choses. Donc j'aurais aimé qu'on me dise c'était Marcelo Garcia. Et en fait, quand je combattu pas du tout comme lui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais aux États-Unis, Galvo me disait t'es un Popovich 2.0. Et moi, j'étais presque déçu. Non, moi, j'aime bien Marcelo, pourquoi tu ne pas. Mais en fait, j'ai jamais été une seule seconde à Marcelo. Mais voilà, et c'est là où il faut faire attention entre ce que tu aimerais et ce que tu es. Mais il faut passer des heures. Il faut se connaître. L'introspection. C'est les lèvres à la tortue. C'est sûr qu'une technique, c'est simple. En 2 secondes, tu l'apprends. Et tu peux prendre 40 élèves à faire ça en 10 minutes. C'est pour ça qu'on apprend ça en club. Donc la technique, t'es pas technique. Mais c'est le plus facile pour moi, la technique. Tu attrapes le poignet, tu ramènes. Tu fais ça, tu tapes. C'est pour ça qu'on le fait, qu'on peut prendre 40 élèves, le taper. Maintenant, prends 40 élèves et soulève le sujet de qui tu es, qui c'est que tu penses tout. C'est compliqué, c'est lourd. Et qui veut se remettre en question ou pas. Donc moi, la meilleure carte que je peux jouer, c'est dire voilà, vous êtes venu à moi, à mon univers. Si je joue le jeu, c'est... Je ne vais pas essayer de vous plaire, je vais vous montrer tout mon univers. C'est particulier, c'est peut-être pas facile, vous n'allez peut-être pas tout comprendre aujourd'hui, mais moi je vais jouer vraiment la meilleure carte que je peux vous donner, c'est tout ce que je pense qui est le mieux. Donc j'ai inversé le sens. Et en faisant ça, je m'aperçois qu'en donnant le stage, je continue à évoluer parce qu'eux me donnent des questions. Et Thomas a essayé ça. Et en fait, l'interaction avec me fait tricoter ma suite en fait. Non mais ça c'est une vérité absolue. Transmettre, c'est apprendre 2 fois. Ah oui. Ça c'est sûr et certain. Je conseillerais même à des compétiteurs d'enseigner un petit peu. Bien sûr. Pas de devenir enseignant parce que tu as une autre position, tu as un autre angle de vue. Tu apprends les choses différemment, tu es obligé de poser des mots sur des trucs que tu avais peut-être conscientisés. Et de ne pas être impliqué tout le temps dans la sueur et dans le rapport de force. C'est en retrait, tu passes un peu de temps à analyser, à prendre du temps, alors que tu ne l'aurais pas fait en étant impliqué dans le combat. C'est sûr. A priori, ton avenir dans le milieu des sports de combat va être plutôt de continuer à accompagner des athlètes. Ça m'amène à parler un peu d'actualité. Là, le MMA français, il est en pleine ébullition. On a des Français comme Benoît Saint-Denis, tu as parlé de Cyril Gane, Nassourdine Imavov, Saladin Parnasse et beaucoup d'autres qui sont en train d'exploser, de cartonner. C'est souvent sur des cartes internationales, mais là on a un combat. Baki contre Doumbé qui arrive, qui fait beaucoup parler, qui va opposer 2 combattants français. Et puis c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, on a vraiment 2 personnalités complètement différentes, tant dans la façon de communiquer que dans l'approche du combat. Tu as celui Baki qui est plutôt grappleur, judoka, même si je pense qu'il ne fait pas que ça. Et puis tu as Cédric Doumbé qui est le striker par excellence, même si je pense que lui aussi ne fait pas que ça. Exactement. C'est quoi ton analyse de ce combat-là? Est-ce que tu arrives à poser un favori? Comment tu penses que tout ça va se passer? Match difficile à donner des pronostics parce que beaucoup de gens ont du mal à donner des pronostics. Même beaucoup de gens, entre guillemets, disent « Ah, il ne se mouille pas ». Mais en fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, surtout sur Doumbé. En plus de ça, il met beaucoup devant du trash talk, en tout cas du spectacle, qui fait que ça aide pas à juger derrière. Donc pour l'instant, on l'a pas trop vu sur certaines phases, et en plus, c'est aveuglé. Mais je pense que oui, effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent. De toute façon, pour faire ça, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent.
Après, et parce que c'est personnel, je ne m'y retrouve pas. J'ai du mal, moi, avec le personnage, à jouer un personnage pour pas être ce que tu es et derrière être autre. Je pense que s'il faut, c'est une bonne personne, quelqu'un d'intelligent et tout ça, et jouer un personnage. Et après, il y a des choses qui me dérangent là-dedans, parce que je pense que le trash talk, oui, fait évoluer le MMA, le fait populariser, le fait connaître avec tous ses avantages et ses inconvénients. Mais à un moment, pour moi aussi, il y a une limite. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis quand même venu dans le sport de combat, là où j'ai arrêté la musique tout à l'heure. C'est parce que la musique, c'est l'abstrait, c'est l'abstrait, l'abstrait. Au bout d'un moment, ben, je suis allé dans le combat parce que j'avais besoin de réponses. Parce qu'un mec qui commençait la musique au bout de 3 mois, il pouvait se prendre aussi fort que Michael Jackson, de parler. Et l'abstrait, t'as pas de barème, entre guillemets. Alors que le combat, j'ai aimé parce que c'est tu gagnes ou tu perds, il y a la vraie réponse. Et là, il y a ce côté un peu spectacle qui vient. Alors, on peut pas le. Ça y fait partie. L'UFC, tout ça, on se rend compte qu'il le faut aussi pour faire évoluer ton sport et créer une économie et plein de choses. Et créer de la réaction avec les gens en face. Mais pour moi, voilà, ça va loin, c'est trop loin. Ouais, tu t'en passerais de ce côté-là. C'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est choupi, quoi. Mais au bout d'un moment, tu te dis, il sait avec quoi il joue avec la réaction des gens. Et ce qui me dérange, de mon point de vue personnel, c'est que qu'est-ce qu'il donne aux gens, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Est-ce qu'il fait est-ce qu'il va aider les gens? Est-ce qu'il donne des exemples? Est-ce qu'il donne des conseils autres que ce divertissement? Parce que lui, c'est ce qu'il fait, mais les gens en face, il sait avec qui il joue. Est-ce que les jeunes sont un peu inconscients, un peu immatures sur certaines choses et tout, et le prennent au pied de la lettre? C'est-à-dire que par exemple, aux États-Unis, ils font un spectacle, et après le spectacle, c'est arrêté, c'est fini. En France, non, ils ne savent pas s'arrêter. Donc quand tu fais ça en France, tu sais que tu fais ça en France. Ok. Est-ce que tu ne penses pas qu'il fait ça aussi pour s'obliger à. Tu vois, quand tu as un coup de mou à l'entraînement, tu dis, attends, j'ai tellement parlé qu'il faut que j'y aille, pour s'obliger aussi. Je pense même qu'il a peur. Ouais, tu penses qu'il a peur aussi? Complètement. La dernière photo que je vois, en fait, il se force à être au pied du mur. Baki, c'est quelqu'un qui est dans la sérénité, qui est calme, qui sera fort dans la sérénité. Moi, je pense que Doumbé, c'est quelqu'un qui est fort dans l'inquiétude. Donc, il a besoin de se sentir inquiet. Et il devient dangereux à ce moment-là. Et là, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il a peur. Il sait qu'il est en danger. Et c'est ça qui va le faire être très dangereux. Et c'est ça qui fait qu'il a les points qui vont faire mal. Et alors... Après, ce qu'il dit devant, c'est bien sûr. Chose. Ouais, bien sûr. Et donc, spontanément, si tu avais un pronostic à donner là-dessus, tu arriverais? Non, c'est trop compliqué. Premièrement, vraiment, je ne peux pas le donner parce qu'il y a trop d'inconnus. On sait qu'il a une patate qui peut éteindre beaucoup de gens. Après, Baki, moi j'ai tourné avec, c'est solide. Toi, tu as des repères du coup, tu sais qu'il est. J'ai pas tourné avec, j'ai jamais tourné avec Cédric, mais Baki c'est très très fort, c'est très solide. Je pense pas qu'il ait ce niveau-là de sol, sincèrement. D'accord. Même s'ils disent que moi je sais lire entre des petits comportements, des mouvements qu'il a, il n'a pas le niveau de Baki au sol. Moi, là, j'ai vu encore une vidéo ce matin qui tourne. Après, tu montres ce que tu veux tourner. J'ai vu une vidéo là chez Hatch où il tourne avec Karl, avec Reda Nasri. Non, ils ont rien montré quand même. Et j'ai vu les petits mouvements, c'est pas le niveau de Baki. D'accord. Je sais lire où les mains, les réactions, et Reda Nasri, il a 10%, et ainsi de suite. C'est pas du niveau. Par contre, en patate, je pense que quand tu vois Saladin qui dit, et même les comportements qu'il a quand il fait des trucs, on sent qu'il y a la foudre en face. Donc voilà. Mais le pronostic est premièrement très difficile, il y a trop d'inconnus, et c'est pas méchant. Autant il est champion du monde, autant il est 450e mondial. Donc à un moment, c'est aussi pour ça qu'on a encore beaucoup d'inconnus. Là, il va commencer à donner parce qu'il prend un 170e mondial, donc il y a plus de chances d'avoir plus de matière. Donc on aura la chance de pouvoir plus parler maintenant. Ce qui est dur parfois dans les combats, même en boxe anglaise ou autre, tu entends les entraîneurs qui disent fais un peu des rounds parce qu'il faut que tu fasses, que tu emmagasines l'expérience et qu'on voit aussi comment tu te comportes dans le combat. Donc le combat de 9 secondes avec Zebo n'a pas aidé aussi à nous, en tout cas, à voir les choses. Moi, je fais partie de ceux qui étaient déçus parce que je me disais on va enfin savoir ce qu'il vaut sur les défenses de lutte, les amener au sol, etc. Et donc moi, j'étais déçu du résultat, mais pour ça, parce que j'aurais voulu savoir qui il est de ce côté-là. A priori, on va le savoir le 7 mars. On va le savoir. Après j'ai quand même parti pris parce que personnellement, c'est ça, c'est le jour, c'est pas un jugement, c'est plus personnel. Moi, je me retrouve plus dans Baki et dans les valeurs de Baki. Dans ces valeurs-là. Baki, j'aime ce personnage. Alors attention, je conçois aussi ce qu'amène Doumbé. Même peut-être que c'est très très fort ce qu'il fait, que je ne le comprends pas. C'est pour ça que je ne veux pas juger. Mais moi, je me retrouve plus dans Baki. C'est-à-dire que Baki, il est, je pense, comme ce qu'il dégage envers les gens en médias, ce qu'il est dans la vie. Donc c'est plus cohérent. Et moi, je suis dans cet être-là, en fait. Et en plus, par exemple, c'est vraiment personnel. Si je prends un exemple et que tu le pousses à son extrême, Baki à son extrême, pour moi, il fait du bien aux gens, il donne un exemple, puis il parle, il est respectueux, il est ici là. Moi, si tu prends l'extrême, le trash talk, et que tous les jeunes font ça, putain, tu rentres dans un club, t'enseignes, il n'y a que des gens qui vont se dire, ouais, je suis chien tel, je suis si je fais ça. Coco, t'as fait que 4 combats et tu te sias. Alors oui, t'es champion du monde de boxe, mais alors,
Tu sais, il va dire, il est pas ci, il est pas ça, c'est pas un judoka. Est-ce qu'il, lui, il a les 11 titres champion du monde de boxe en judo? Mais c'est toi qui l'as choisi, le combat. Ouais. Pourquoi au 4e, 5e combat, quand tu sais que tu as l'organisation qui est à tes pieds, que tu prends qui tu veux comme tu veux, pourquoi tu te retrouves à prendre lui et tu le dénigres alors que c'est toi qui le choisis? Non, non, si tu avais envie, tu prendrais un mec fort, mais tu ne le prends pas et en plus tu le joues à l'envers. Ça, pour moi, c'est un peu manipulation. Ben oui. Aujourd'hui, Dombé, il demande qui il veut, il a 2 mains quand il veut. Donc prends un mec 7 fois champion du monde d'une discipline. Non, mais attention, à l'inverse, il gère sa carrière, il donne un personnage en public et il gère sa carrière en off. Il se laisse le temps. Pour moi, je peux me tromper, je pense qu'il n'aura jamais fait l'UFC. C'était jamais prévu. Je savais, je l'ai dit depuis le début, qu'il n'aurait jamais fait le tournoi. Et je pense qu'il affrontera le champion du PFL ou un truc comme ça, quand ça sera un bon striker. Donc pour l'instant, il a fait les 4 derniers combats, c'est 3 combats français. Title Child, Jordan, Baki, il y a un international et un Polonais qui est pas spécialement connu en Pologne. Donc c'est plus du national que de l'international. Et il prendra un mec qui aura une ceinture du PFL, donc c'est un sacré raccourci, sacrément géré, contre un mec qui sera un boxeur. Et même peut-être qu'il l'amènera au sol, tiens. D'accord. Tu vois. Mais c'est intelligent. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est facile, c'est critique et tout. Mais on pourrait le dire à l'inverse aussi. L'UFC, c'est eux qui dirigent vos carrières, qui vous amènent à la ceinture s'ils le veulent pas et comment ils veulent. D'un côté, ce qui montre Cédric, c'est que c'est lui qui décide comment on gère sa carrière. Et c'est là où, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai su utiliser ma carrière d'ingénieur de son dans le combat, de musique et dans le combat. Et ben, c'est là où il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi, qui fait que lui, il voulait être acteur, voilà, dans le spectacle et tout ça, et il amène ça. Et il reste maître, on fait du sport de combat, à combattre pour diriger sa carrière comme il le veut. Maintenant, il y a un jeu avec le public qui fait croire certaines choses et tout, mais... Il est plus âgé aussi, peut-être qu'il se dit qu'il a moins de temps pour faire fructifier aussi tout ça. Certainement. Moi, je préférerais être avec lui et parler et l'écouter pourquoi il fait ci et là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, la créativité, c'est fabuleux. Le spectacle, je pense qu'il pousse beaucoup de gens, même peut-être moi, à se dire tiens, il faut être un peu plus créatif, à pousser et tout, comme les maîtres fumiers. Tous ces gens-là nous poussent à être plus créatifs et tout. Donc, il apporte des choses. Maintenant, après, c'est comme tout, même quand il y a un nouveau comique, où est la limite. Et en plus, chacun ne trouve pas la limite au même moment. Il y a un autre combat ou combattant même sur lequel j'aurais t'entendre qui a une autre trajectoire, c'est Benoît Saint-Denis. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'il est en train de faire. Il y a 5 ans, il n'avait jamais fait de MMA. Il est top 10 à l'UFC chez les moins de 70 kilos. Et puis là, il va affronter Poirier. Il a une progression qui est fulgurante. On a l'impression qu'à chaque combat, il a une mutation. C'est un peu un super guerrier, c'est assez incroyable. Ouais, même vraiment sur le niveau technique, il les prend à chaque combat, il évolue. Comment tu le vois ce combat-là? Déjà, pour revenir un peu sur le truc d'avant, c'est une personne, moi je m'y retrouve, parce que c'est quelqu'un qui est... il travaille avec son être, ce qu'il est, et non un personnage. Après, voilà, c'est des choix. Et Benoît, il est vraiment ce qu'il est. Il joue pareil, encore une fois, avec son métier d'avant. Sa grosse qualité, c'est le côté militaire, mission, il part en mission. C'est quelqu'un... Benoît, il faut l'observer aussi sur quelque chose. Moi, j'ai fait une grande carrière, donc je sais qu'il y a des choses qui sont très difficiles. J'ai eu 2 naissances d'enfants, donc quand tu as un enfant d'enfant, on le sait tous quand tu as été papa, c'est fatigant, c'est éprouvant au niveau de l'énergie et tout. Lui, il a ça au moment d'un combat les plus importants, il a un enfant, il le prend dans les bras, même s'il doit à un moment s'écarter, ainsi de suite. C'est très compliqué. Et il est très calme, il est très zen. Et moi, je l'ai eu 2 ans et demi. Je l'ai entraîné pendant 2 ans et demi. On était partenaires et je l'ai aidé quand il était à Paris. C'était plus moi qui lui conseillé sol, même si son entraîneur, c'était Chris Avocat à Bayonne. Mais quand il était à Paris, c'est moi qui me suis beaucoup occupé de Benoît sur la partie sol et Max en lutte. Donc moi, je vois, c'est quelqu'un de très réfléchi, qui a beaucoup d'analyse, qui est calme, qui est gentil et tout. Et quand je le rentre dans le camp, je me suis dit, Benoît, ça. Et j'adore parce qu'il est comme ça. Il est vraiment comme ça. C'est de son métier, de sa vie, tout ça. Mais là où il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et il devrait même, Benoît, en parler ou le montrer, peut-être pas maintenant, un mois, c'est ce qu'il fait en dehors de la cage. Comment il arrive à gérer la famille, comment il gère les enfants. Parce que vraiment, moi, de ce que je vois et de ce que j'ai vu en sportif, c'est très fort ce qu'il fait. Avoir l'enfant autour de lui à New York, avec l'enfant à côté. Puis il s'est marié. Je pense que son coach, Daniel, va lui dire faut pas qu'il y ait la femme, les enfants et la famille, parce que normalement, ça parasite et tout. Non, ils sont là. Il a dû le gérer d'une certaine manière, ils ont dû en parler, mais il est là. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et comment il gère la prépa, c'est une personne forte.
Comment tu la vois, la suite de sa progression à Benoît Saint-Denis? On a l'impression qu'il n'a pas de limite. Il en aura forcément une, mais on peut s'attendre à de très 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 belles choses avec lui. Je vois cette barrière trop haute, quoi, vraiment un cran au-dessus de Poirier. Mais il a montré qu'à chaque match, j'étais dans cet état d'esprit-là. Ça va être un match dur et tout. Et chaque fois, il a montré qu'il pétait les barrières, quoi. Et j'ai l'impression que chaque fois, il a une évolution. Donc, c'est même très difficile de juger techniquement Benoît, là, de ce qu'on a vu les matchs d'avant, parce que j'ai l'impression que le prochain match, il sera encore un cran au-dessus. Donc, Et tu le vois battre Poirier? Ou ça peut être son plafond de verre là pour le moment, tu penses? Qu'est-ce qui ferait qu'il gagne pas? pour moi, s'il arrive à lutter, prendre le dos, oui, il le Ok, battra. ok. Pour moi, il n'aura pas le stress. Il aura le bon physique, il aura le mental. Sur ce plan-là, oui. Maintenant, la boxe de Poirier, compliquée, elle est très forte. Maintenant, pareil, à l'inverse, Poirier, comment il va se relever de ce chaos qu'il a pris contre Justin? À savoir que quand il y a Usman qui a pris ce chaos, on ne l'a plus jamais revu derrière. Ouais, Usman, le même ouais. Usman. Donc, c'est un facteur inconnu, on n'a pas de réponse avant ce match-là. Mais Benoît a un très bon sol, a une bonne lutte et je pense qu'il a évolué et qu'elle est encore meilleure que ce que je peux penser. Je pense qu'il faut se méfier de la boxe de Poirier. Benoît, il a les kicks aussi. Ouais, mais Ça j'ai suffit. j'ai re-regardé le match où il balance beaucoup de kicks Ouais. contre Bonfim et tout ça. Et c'est quand même. Il a joué la surprise, on ne savait pas qu'il fait ça Benoît. Ouais, Maintenant, ok. on le sait. Ok. Et je pense que Poirier, au niveau où il est, il ne va pas laisser la place à des kicks comme ça. Maintenant, D'accord. oui, il est très puissant, il a des bons kicks, mais il ne pourra pas venir en faire 15 d'affilée comme Ouais. ça. Donc, D'accord. mais il aura des bons kicks normaux. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire quand même attention à la boxe de Poirier. D'accord. Donc pour toi, c'est pas écrit qui va gagner. Il peut Non, le non, faire, non, mais il ça peut va le être faire. compliqué. Non, il peut le faire. Il a tellement de mental qu'il Ouais. peut. Tu as tellement de mental. Tu sais, tu peux être très technique. Moi, je peux être meilleur, par exemple, que lui au sol. Mais s'il me met un reculoir, j'arrive plus à exprimer mon sol. D'accord. Donc, Ouais. s'il met le pressing et qu'il gère la danse, il va le faire danser. D'accord. Maintenant, voilà. Pour moi, la boxe de Poirier, c'est l'élément pour battre Benoît. Et pour moi, Benoît, c'est le sol pour battre Poirier. D'accord. Avoir maintenant la partie de lutte est très importante. Et la stratégie, ça va se jouer là, je pense. Ok, très très bien. Bon. Physiquement, Poirier est costaud, mais je pense qu'il est plus frais et plus d'envie, Benoît. Puis c'est quel Poirier va arriver face à Benoît Saint-Denis aussi, quoi. Est-ce que tu disais le chaos qu'il a pris ou... Il y en a un qui vient chercher le trône et il y en a un qui, s'il perd contre un top 12, c'est pas bon. Et en plus, c'est-à-dire que Poirier va se déringoler et finit sa carrière, mais ça veut dire aussi qu'il a les dents, Poirier, parce que s'il perd contre un 12, il peut arrêter sa carrière à ce jour-là. Poirier, c'est quelqu'un qui est dans le top 3 depuis très longtemps. Et là, s'il perd contre Benoît, il peut oublier avant je sais pas combien de combats pour repenser à un. Donc, c'est la fin de sa carrière. C'est un gros enjeu pour lui aussi. Pour Poirier. Alors que pour Benoît, non. Au pire, s'il perd là, on va lui remettre. L'UFC, du fait qu'ils lui ont mis un top 3, je pense qu'ils vont au moins lui remettre un top 7, 8 et derrière, au moins. Donc Benoît, il peut avoir droit à l'erreur, c'est un stress à moins. Donc moi, on le sait tous, le facteur important de Benoît, c'est le mental, et il va l'avoir. Deux dernières questions. L'émission s'appelle Panache, c'est une valeur qui te parle beaucoup. Ta carrière est faite avec beaucoup de panache. C'est quoi ta définition du panache? Je sais pas, moi je dirais, moi je le perçois comme ça, le peps. Le peps? Ouais, le panache, le peps. La fraîcheur, la positivité, le point en avant, avoir du panache, aller bondir, faire quelque chose lié à l'énergie. Ah, ça c'est une très belle définition. C'est une émission d'inspiration, voilà, où on raconte des jolis parcours. Est-ce que tu aurais un message à adresser à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo de motivation, de tout ce que tu auras envie de raconter? Que tout est échange, que tout est énergie et que tout est à vivre et aussi à savoir faire des pauses. Je pense qu'il ne faut pas trop rester assis, sinon les choses vont se dérouler devant toi. Et il faut y aller. Mais à un moment aussi, à vivre les choses, il faut se poser et le réaliser. Et avoir un équilibre à ça, à cette pleine conscience, à savoir savourer les choses au moment présent. Et c'est pas si simple, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat, peut-être parce qu'il y avait un peu dans les étoiles, et ainsi de suite, on sortait un peu du temps. Et moi, je passe à dire j'ai 40 et j'ai passé les barres des 40 ans et je vais de plus en plus à mieux savourer les choses. Donc, et comme ce que je dirais, je finirai sur ça, c'est que mon maître me disait plein de phrases, mais j'en ai une que j'ai retenue. Les choses assez simples, on ne les applique jamais assez. Donc ça veut dire que tout est
plus simple qu'on le pense. Et arriver à vivre et à faire les choses simplement, c'est tout un art. Et il faut le comprendre. Écoute, je trouve que c'est une super conclusion, un très très joli mot de la fin. Thomas, je voulais vraiment te remercier de ta présence ici. Merci d'avoir pris le temps de raconter ton parcours, tes expériences, ton analyse aussi sur la vie, le milieu des sports de combat qui nous passionne. C'est la fin de cette émission. On espère, mais en fait on est sûr qu'elle vous aura plu. Vous avez l'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Divergent, à commenter, liker, partager les réseaux sociaux, les nôtres et ceux de Thomas, c'est très important aussi. N'hésitez pas à le solliciter pour des stages. C'est un puits de connaissances, de sciences qui est là en face de vous. Donc vraiment, ne vous privez pas de cette expertise, de cette expérience et de cette approche particulière aussi de la transmission des sports de combat. Donc vraiment, allez-y à fond. À l'image et au son, c'était le talentueux Hugo qui m'accompagne. Voilà, on vous dit à très très bientôt. Merci encore à Oko. Toutes les informations ici, allez-y. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup.